Bonjour tout le monde, je ne vous vois pas, mais j'ai vu que vous étiez très nombreux et on vous remercie beaucoup de vous être connectés à ce nouveau cycle de cours de la Fondation fondamentale qui se déroule encore cette année pour des raisons Covid en distanciel. Donc on vous remercie beaucoup de vous être connectés dans des situations c'est toujours moins agréable derrière un écran et pas en présentiel, mais on fait au mieux. Et cette année, nous avons décidé de vous proposer un programme de conférence tout entier consacré aux thérapies psychosociales, avec, vous l'avez probablement vu, un programme très vaste et qui, j'espère, va vous intéresser. Et on lance cette première conférence ou ce premier cours en commençant par les enfants porteurs de pathologies du spectre du trouble de l'autisme. Et on a avec nous aujourd'hui le professeur Cyrielle Derguy, qui est maître de conférence à l'Université de Paris, qui travaille à l'Institut de psychologie à Boulogne et qui travaille dans le laboratoire de psychopathologie et processus de santé, qui est spécialisé sur la thématique accompagnement des proches et des parents dans le domaine de l'autisme. Et on a la chance d'avoir avec nous le professeur Jean-Marc Ballet, qui est professeur de pédopsychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil, chef de service du service de pédopsychiatrie du CHIC à Créteil et qui va jouer le rôle de modérateur et de discutant. Donc, je donne la parole maintenant à Cyrielle qui va vous présenter une conférence donc, sur l'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants porteurs de pathologies du spectre de l'autisme. Cyrielle, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, tout d'abord, un grand merci au professeur Marion Leboyer pour l'invitation. Merci également à Jean-Marc Ballet d'avoir accepté d'être le discutant de cette présentation. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager un petit peu mon cheminement de chercheur, mais aussi de psychologue, puisque cette thématique, en fait, cet intérêt pour cette thématique est né de ma pratique clinique en centre ressources autisme. Et donc, de vous montrer un petit peu, selon moi, quel est l'intérêt de la démarche en éducation thérapeutique pour accompagner les parents d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Alors, je vous propose une présentation en 4 parties. Donc, nous avons réfléchi à 4 questions qui nous semblaient importantes à aborder aujourd'hui au regard de la thématique. Nous allons commencer par essayer de mieux comprendre pourquoi il est important d'accompagner les parents d'enfants avec un TSA. Plus précisément, d'essayer d'extraire des points de vigilance pour proposer un accompagnement adapté à ces parents. Ensuite, nous réfléchirons ensemble en quoi l'éducation thérapeutique peut constituer une approche innovante par rapport à l'existant et aussi par rapport aux éléments que nous aurons mis en évidence suite à la première question. Ensuite, nous regarderons ensemble comment proposer de l'éducation thérapeutique pour les parents d'enfants avec un TSA. Et ça sera l'occasion pour moi de vous parler du programme ETAPE, qui est un programme d'éducation thérapeutique que j'ai développé avec mon équipe il y a environ 8 ans, donc qui est destiné à accompagner les parents d'enfants avec un TSA. Et enfin, nous terminerons par des perspectives cliniques et de recherche, avec l'idée qu'elles sont assez nombreuses puisqu'on en est au début du déploiement de ce type de programme en France. Alors, pour commencer, pourquoi il est important d'accompagner les parents d'enfants avec un TSA? Vous avez sûrement des éléments de réponse à cette question. Je vous propose une petite synthèse de la littérature. Le premier point qui me semblait important d'aborder, c'est que les parents d'enfants avec un TSA vont devoir faire face dans leur quotidien à différentes modifications qui vont impacter différentes sphères de leur vie. La première sphère, elle paraît évidente, on y pense en premier en général, c'est la sphère éducative, puisqu'on sait que ces parents vont faire l'expérience d'un stress associé à la fonction parentale qui va être particulièrement élevé, beaucoup plus élevé bien sûr que ce qu'on peut observer en population générale, mais aussi plus élevé que ce qu'on peut observer chez des parents d'enfants qui présentent d'autres troubles du neurodéveloppement. Associé à ce stress parental, on va retrouver parfois un faible sentiment de compétence parentale, et ça, c'est une dimension importante à avoir en tête pour l'accompagnement. Parmi les autres sphères qui peuvent être impactées ou qui peuvent subir des modifications du fait du handicap de l'enfant, il y a les sphères qu'on pourrait qualifier d'extra-parentales, dans le sens où elles ne sont pas directement liées à la fonction éducative.
Pour commencer, la sphère de la santé physique et mentale, avec chez ces parents, souvent dans les études sont rapportés des niveaux de symptomatologie anxio-dépressive élevés, ainsi que des troubles du sommeil ou encore de la fatigue. Concernant la vie professionnelle, les parents vont rapporter des arrêts de travail pour pouvoir s'occuper de leur enfant. Ils sont parfois obligés d'arrêter de travailler ou de diminuer leur temps de travail, ce qui va générer des difficultés financières qui peuvent être exacerbées par le fait de devoir financer certaines prises en charge, comme c'est le cas en France. Et pour ceux et celles qui continuent leur activité professionnelle, sont rapportés des scores de satisfaction professionnelle qui sont diminués, ce qui montre bien que l'investissement de la sphère professionnelle, mais aussi d'autres sphères extra-parentales, est moins important et souvent moins épanouissant pour le parent. Concernant la vie sociale, les parents peuvent également rapporter un isolement social, une diminution du soutien social perçu et également un vécu de stigmatisation. Alors, stigmatisation dans le sens où ils vont percevoir un regard négatif sur eux et sur leur enfant, mais aussi parfois, ils peuvent être dans des attitudes d'auto-stigmatisation où le parent va aussi parfois s'auto-déprécier. Et enfin, la sphère de la vie familiale qui va aussi voir un certain nombre de modifications, notamment dans les patterns d'interaction et de communication, qui va pouvoir engendrer, par exemple, dans la dyade conjugale, une diminution de la satisfaction. Donc, toutes ces répercussions, tous ces impacts vont générer une altération de la qualité de vie parentale. C'est important d'avoir en tête que le parent, du coup, doit être pris en charge de manière assez globale pour pouvoir aborder l'ensemble de ces répercussions. C'est également important d'avoir en tête que tous les parents ne sont pas concernés à la même hauteur par ces répercussions. Nous avons mené plusieurs études à ce sujet, une publiée en 2016 et une autre en 2018, vous les retrouverez dans les références à la fin, dans lesquelles en fait, on a mis en évidence que certaines variables qui étaient associées au profil de l'enfant, comme par exemple les troubles du comportement, pouvaient être associées à un stress parental plus élevé, ou encore d'autres variables plutôt associées au contexte dans lequel l'enfant et ses parents évoluent pouvaient être aussi associées à un stress parental plus élevé. C'est le cas, par exemple, du fait d'avoir accès à la scolarisation pour l'enfant ou encore le fait d'avoir accès à certaines prises en charge qui sont recommandées dans le cadre du TSA. Au-delà de ces répercussions, si on élargit un petit peu le focus, il est important d'avoir en tête qu'une dynamique dysfonctionnelle peut se mettre en place. Si on reprend mon exemple des troubles du comportement juste avant, on sait que plus les troubles du comportement sont importants, plus on va retrouver un stress parental élevé. Et en retour, plus le stress parental est élevé, plus le parent sera en difficulté pour pouvoir gérer les troubles du comportement de l'enfant. Et là, si on ne propose pas d'accompagnement, on voit apparaître une sorte de dynamique dysfonctionnelle qui va faire le lit du burn-out parental, mais aussi va majorer les risques de désinvestissement des prises en charge, mais aussi l'altération du partenariat parent-professionnel, qui, on le sait, est une variable très importante. Au-delà de ces répercussions, il est important d'avoir en tête que les parents ont aussi des besoins spécifiques. À ce sujet, il y a quelques études qui ont été publiées en France. Nous avons publié la première en 2015, puis d'autres études ont suivi, menées par d'autres équipes. Et plus récemment, un rapport a été publié à la demande de la délégation interministérielle sur les programmes d'éducation thérapeutique. Et au sein de ce rapport, il y avait une étude spécifique sur les besoins des parents. Si on synthétise un petit peu ce qui ressort de ces différents écrits, on pourrait dire qu'il y a deux sphères, encore une fois, deux dimensions qui sont concernées par les besoins. La dimension éducative, donc la sphère parentale, et la dimension plutôt extra-parentale, donc qui ne concerne pas directement l'aspect éducatif. Donc je vais vous détailler les différentes catégories de besoins qui peuvent être rapportés par les parents. Alors, pour ce qui est de la sphère parentale, un des besoins qui est rapporté de manière prioritaire, c'est le besoin d'aide matérielle et financière. Donc, ça recouvre plusieurs choses. La première chose, c'est le fait de pouvoir avoir accès à des professionnels et à des structures spécialisées dans le champ du TSA.
Et pour l'aspect financier, eh bien, effectivement, c'est de pouvoir avoir une aide financière. Alors, pour, par exemple, comme c'est le cas dans le verbatim que je vous ai indiqué, acheter du matériel adapté au handicap de l'enfant. Donc, vraiment, un besoin financier associé à la dimension éducative. Le deuxième besoin qui est rapporté dans tous les écrits que je vous ai mentionnés précédemment, c'est le besoin d'information. Il peut concerner le diagnostic, mais aussi les interventions ou encore les démarches que le parent doit effectuer. Encore un exemple ci-dessous, j'aimerais que l'on m'explique ce qu'est l'ABA, par exemple, donc avoir envie de connaître comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça recouvre. Un troisième besoin dans la sphère parentale, c'est le besoin de guidance parentale, qui renvoie cette fois-ci plus qu'à de l'information, plutôt à des conseils ou à des stratégies pour pouvoir aider l'enfant au quotidien. Alors, ça peut être pour gérer des troubles du comportement, mais aussi pour améliorer sa communication, ses compétences sociales. Également, dans ce besoin de guidance parentale, on retrouve une préoccupation autour de la gestion des relations au sein de la fratrie. Et enfin, une dernière dimension qui est très importante, qui est le fait de pouvoir être rassuré dans son rôle de parent. Donc, c'est l'idée que même si on a des stratégies, même si on a des informations, eh bien parfois on ne se sent pas suffisamment compétent pour les mettre en œuvre au quotidien auprès de l'enfant. Si on regarde les sphères extra-parentales, on retrouve en fait ce besoin d'aide matérielle et financière, mais cette fois-ci qui n'est pas directement lié à la dimension éducative, puisque par exemple les besoins financiers peuvent concerner différentes dépenses du quotidien de la famille. Le besoin d'aide dans la gestion du quotidien, alors là, concerne davantage le besoin de répartir son temps, son énergie entre les différentes sphères de vie du parent. Dans l'exemple, on parle de la sphère professionnelle, puisque le parent aimerait avoir plus d'aide pour pouvoir se relancer dans la recherche de travail. Mais ça peut aussi concerner la sphère sociale. Vraiment, c'est l'idée de pouvoir réinvestir ou maintenir son investissement de certaines sphères qui ne sont pas des sphères parentales. Le soutien relationnel concerne plutôt le besoin d'être aidé pour développer des relations, on va dire, plus harmonieuses avec son entourage au sens large. Ça peut concerner la vie sociale, aussi le couple. Dans l'exemple, c'est plutôt le couple. À la maison, parler du diagnostic est tabou. Je voudrais que ce soit plus facile d'en parler avec mon mari. Donc voilà, c'est l'idée d'avoir un petit peu des clés pour pouvoir relancer la communication ou en tout cas trouver des modalités plus satisfaisantes pour le parent. Et enfin, le besoin de soutien émotionnel, donc est un petit peu plus transparent dans l'intitulé, c'est l'idée vraiment de pouvoir avoir une écoute, que ce soit une écoute réalisée par un professionnel, mais aussi une écoute de la part du réseau social ou familial. Parmi ces besoins, ils ne sont pas tous prioritaires de la même manière. Ce qui ressort, c'est que quand même, c'est plutôt le besoin matériel, le besoin d'information et le besoin de guidance qui arrivent en première intention quand on interroge les parents. Donc plutôt des besoins associés à la sphère parentale. Pour autant, dans certains cas, on retrouve aussi des besoins de soutien émotionnel et relationnel qui sont mentionnés de manière plus prépondérante. C'est le cas, par exemple, chez les mères par rapport aux pères. Pour les parents également qui n'ont pas d'activité professionnelle, qui vont rapporter davantage de besoins relationnels, avec ce souci de pouvoir développer un petit peu plus des occasions de partage social. Également, les situations où l'enfant présente un quotient de développement faible va amener donc plus de besoins de soutien émotionnel, et également des situations où le parent a eu accès à un diagnostic précoce pour son enfant. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir qu'en fonction des pays, ce n'est pas tout à fait la même chose qui est mis en avant. Dans l'étude de Cap et Poirier, il semblerait qu'il y ait plus de besoins de soutien émotionnel pour les parents d'enfants québécois, avec cette idée que probablement les parents ont davantage accès à de l'information ou à des interventions spécialisées. Donc, ce qui voudrait peut-être laisser penser que quand certains besoins, notamment liés à la sphère parentale, sont abordés dans les dispositifs d'accompagnement, eh bien, ça laisse la place aussi à l'expression d'autres formes de besoins qui seraient peut-être plus liées aux sphères extra-parentales. Globalement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fonction de l'âge de l'enfant, il faut de toute façon prendre un temps pour évaluer quels sont les besoins du parent, et ça va nous permettre de proposer des objectifs plus personnalisés au dispositif d'accompagnement.
Au-delà des répercussions et des besoins, il me semblait important de vous parler aussi des ressources du parent. C'est important de voir aussi l'aspect expertise parentale. Alors, dans la littérature, on va parler de savoir expérientiel ou d'expertise profane. Ça renvoie aux compétences qui sont façonnées par l'expérience auprès de l'enfant, par les informations que le parent est allé chercher, les formations qu'il a pu recevoir aussi de la part des professionnels, ces représentations et ces croyances également qui vont concerner le diagnostic, la gestion du comportement, les démarches, les méthodes de prise en charge, etc. Donc, c'est important de reconnaître que ces compétences sont complémentaires des compétences professionnelles. Alors, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Néanmoins, il va falloir que dans le dispositif d'accompagnement qu'on va proposer, eh bien, cette reconnaissance soit effective, puisqu'elle va vraiment constituer une base importante à un partenariat parent-professionnel de qualité. Et je vais vous montrer comment, dans l'éducation thérapeutique, cette dimension d'expertise est au cœur, en fait, de la démarche. Si on résume cette première partie, ce qu'on peut retenir, c'est que les dispositifs d'accompagnement des parents doivent pouvoir tenir compte des deux facettes en fait, du parent, une facette d'expertise et puis peut-être une facette plutôt de vulnérabilité avec cette idée que certains parents seraient plus à risque d'épuisement. Il est important également que la prise en charge soit personnalisée. Donc, pour ce fait, il faut qu'il y ait une évaluation précise des besoins du parent. Et ça permettra que l'accompagnement puisse viser le maintien et le développement de ressources individuelles chez le parent, mais aussi l'investissement de toutes ces sphères extraparentales dont on a parlé, qui peuvent être un petit peu désinvesties de par le handicap de l'enfant, ce qui va permettre à terme que le parent ait accès à davantage de ressources dans son environnement, que ce soit l'environnement social, familial, professionnel, etc. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu plus pourquoi c'est important d'accompagner les parents et surtout qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour cet accompagnement, je vous propose de voir en quoi l'éducation thérapeutique constitue une approche innovante. Pour débuter, ce qui me paraissait important, c'était de vous présenter brièvement les différents formats d'accompagnement qui peuvent exister et qui sont recensés dans la littérature. On pourrait en imaginer donc 3 différents. Un premier format qui vise le parent plutôt dans sa dimension d'aidant à risque d'épuisement. Donc, ce sont des formats de programmes dans lesquels le parent est le bénéficiaire direct, où on va proposer un certain nombre de techniques de gestion du stress, mais aussi de l'information, ce qui va permettre d'augmenter le niveau de contrôle du parent par rapport à la situation stressante. Un deuxième type de format, alors là, qui est un petit peu différent, puisque l'idée, c'est plutôt que ce soit l'enfant qui est le bénéficiaire direct, bien que ce soit le parent qui participe directement au programme. Là, le parent est plutôt vu comme un co-éducateur, on parle aussi de co-thérapeute. En tout cas, il est vraiment mobilisé dans son expertise d'aidant. Et là, l'objectif, c'est de transmettre un certain nombre de stratégies autour de fonctions pivots comme la communication, les interactions sociales, etc. On va transmettre ces stratégies aux parents, il va pouvoir les mettre en œuvre au quotidien, au domicile, donc auprès de l'enfant. Et un troisième format qui vient un petit peu s'inspirer des deux premiers, qui est une approche un peu plus globale dans laquelle va s'inscrire l'éducation thérapeutique, où le parent, cette fois-ci, va être le bénéficiaire direct, l'enfant le bénéficiaire indirect, en cela qu'on ne va pas directement viser l'amélioration de l'enfant, on vise ça de manière plutôt indirecte et secondaire, et où le parent va être reconnu à la fois dans son expertise, mais aussi dans sa vulnérabilité. C'est important d'avoir en tête que vraiment ces 3 formats sont intéressants et peuvent convenir à beaucoup de parents. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. L'idéal serait que les parents aient le choix dans un panel en fait, de dispositifs d'accompagnement. Moi, je me suis intéressée au 3e format parce que c'est une approche qui est très globale, qui va... qui va permettre de proposer aux parents une sorte de boîte à outils dès l'annonce du diagnostic et qui va le permettre à la fois de mieux comprendre son enfant, mais aussi de pouvoir s'ajuster aux différents défis auxquels il va être confronté.
Si on regarde juste rapidement sur quelles variables agissent les différents formats, on se rend compte que sur le premier format, on a beaucoup d'outcomes associés aux parents, à savoir la qualité de vie, le bien-être, le stress, mais aussi des variables plus éducatives comme les connaissances sur le TSA par exemple. Dans le deuxième format, on va plutôt viser des choses chez l'enfant. Donc, on a, par exemple, des études qui montrent une augmentation des compétences en termes de communication, une diminution des troubles du comportement. Et du côté du parent, une augmentation de l'adhésion aux interventions, puisque le parent les connaît beaucoup mieux, du coup, après avoir suivi ce type de programme. Pour ce qui est du troisième format, on retrouve des bénéfices à la fois du côté du parent, mais aussi du côté de l'enfant. Donc, ce troisième format, encore une fois, dans lequel va s'inscrire l'éducation thérapeutique, propose une approche globale. Les compétences transmises ne sont pas uniquement centrées sur la sphère éducative. Il y a des compétences en lien avec la sphère éducative, mais pas que. Donc, avec cette approche qui prend en compte l'environnement du parent. L'objectif, c'est de transmettre des informations et ou des compétences en utilisant différentes modalités. Par contre, une des limites qui revient dans ce format, c'est qu'il n'y a pas de cahier des charges précis. Donc, on va retrouver tout un tas de programmes avec des contenus qui ne sont pas forcément toujours très homogènes d'un programme à l'autre. D'ailleurs, il y a beaucoup de termes différents qui sont utilisés dans la littérature, parent education, psychoeducation, parent training. Il y a peu de programmes qui sont décrits précisément dans les études, ça c'est un problème aussi. Et puis un autre problème qui est plus général pour les interventions, c'est qu'il manque toujours des études pour montrer leur efficacité. Mais disons que la principale limite, c'est cette question du cahier des charges. Et c'est là que l'éducation thérapeutique, en fait, elle vient nous donner des réponses puisqu'elle propose un cahier des charges qui est précis, qui repose sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Elle repose également sur un cadre législatif, donc qui vient reconnaître l'éducation thérapeutique comme une prise en charge à part entière, qui doit être intégrée au parcours de la personne, avec un cahier des charges et une formation des professionnels qui est obligatoire. Donc, pour proposer de l'éducation thérapeutique, les professionnels doivent suivre une formation de minimum 40 heures. Voici quelques textes édités par la Haute Autorité de Santé donc, pour la mise en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique. Vous les retrouverez sans problème sur le site de la HAS. Si on prend la définition de l'éducation thérapeutique, alors je l'ai raccourcie volontairement parce qu'elle est un petit peu longue. Il y a des termes très importants sur lesquels on va s'arrêter 2 petites minutes. Donc l'éducation thérapeutique, c'est une approche qui vise à aider le patient et ou l'entourage à acquérir et ou maintenir les compétences dont ils ont besoin dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le premier terme sur lequel on peut s'arrêter, c'est l'entourage. Bien que l'éducation thérapeutique ne soit pas au départ destinée à l'entourage, il est de plus en plus admis que l'entourage soit associé. Et dans le cadre du TSA, j'en reparlerai tout à l'heure avec la sortie du rapport, évidemment, il est encouragé qu'il y ait des programmes à destination des parents, notamment chez les enfants jeunes, ou dans les profils de TSA où il y a des difficultés de communication importantes avec parfois un retard de développement qui vont freiner en fait la participation des personnes elles-mêmes au programme d'éducation thérapeutique. Acquérir et ou maintenir les compétences. Maintenir les compétences, je trouve que c'est une formulation importante aussi, c'est l'idée que le parent ou la personne en situation de handicap arrive avec une expertise et une compétence. Et parfois aussi, il y a tout un travail pour aider la personne à identifier et à mobiliser ses compétences dont ils ont besoin. Donc, il y a vraiment toujours cette question d'évaluation des besoins et on part vraiment de ça pour pouvoir proposer une intervention. Et puis, l'idée de la qualité de vie qu'on va viser. Donc, c'est vraiment ça, la principale issue de l'éducation thérapeutique. Elle est proposée, donc, cette approche le plus souvent en groupe, donc une dizaine de parents ou une dizaine de personnes, avec des séances qui vont entre 45 minutes et 2 heures, en fonction aussi du profil des participants. C'est une intervention qui est pluridisciplinaire. On m'a demandé avant la présentation, est-ce que ça concerne les infirmiers, est-ce que ça concerne les éducateurs, les médecins? Oui, en fait, ça concerne toutes les personnes qui sont mobilisées dans la prise en charge des personnes avec un TSA. Voilà, vraiment. Et justement, c'est l'essence même de cette démarche qu'il y ait plusieurs professionnels de disciplines différentes qui interviennent.
La durée des programmes est variable, ça va de 1 journée à plusieurs mois. Et puis, il y a donc, selon la Haute Autorité de Santé, 3 offres d'éducation thérapeutique possibles. L'offre initiale qui est proposée donc en première intention aux personnes, donc en général après l'annonce du diagnostic, ou aux personnes qui n'ont jamais bénéficié d'éducation thérapeutique. Il y a également l'offre de suivi qui propose cette fois-ci des modules complémentaires à l'offre initiale, donc qui vont concerner des moments particuliers du parcours de la personne. Ça peut être des modules sur la scolarisation, sur l'adolescence, sur l'insertion professionnelle par exemple. Et enfin, une offre de TP de reprise qui là va concerner les personnes qui n'auront pas atteint leurs objectifs éducatifs lors de l'offre d'éducation thérapeutique initiale. L'éducation thérapeutique va donc, vous l'aurez compris, supposer une approche globale du participant. Alors concrètement, comment on a cette approche globale? Déjà en évaluant les besoins de la personne via une évaluation structurée qui aura lieu en début de programme et qui s'appelle le bilan éducatif partagé. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Et enfin, une approche globale également des compétences qu'on va essayer de maintenir et ou de développer. Alors, il y a 2 types de compétences qui sont visées en éducation thérapeutique. Les compétences dites d'auto-soin ou d'hétéro-soin, ça dépend qui est le participant. Si c'est le parent, on va plutôt parler d'hétéro-soin, puisqu'il va prendre soin de son proche, qui visent donc à mieux comprendre et à mieux gérer le handicap au quotidien. Et puis, des compétences d'adaptation psychosociale qui, là, vont viser plutôt un ajustement aux modifications du quotidien liées à la présence du handicap. Donc, ces fameuses modifications au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial dont je vous ai parlé juste avant. L'éducation thérapeutique, c'est aussi une démarche structurée. Donc, il y a 4 étapes qui sont mises en avant par la Haute Autorité de Santé. La première étant le bilan éducatif partagé, donc pour évaluer les besoins. À l'issue de ce bilan, on va mettre en place un plan personnalisé en faisant ressortir les objectifs prioritaires pour le parent. Nous allons ensuite mettre en œuvre les séances d'éducation thérapeutique. Et puis derrière, l'évaluation des bénéfices. Et puis, on peut repartir sur un nouveau cycle avec un nouveau bilan éducatif partagé. L'éducation thérapeutique, c'est une méthode qui a montré son efficacité dans différents contextes. Le premier est celui de la maladie somatique, puisque c'est dans ce contexte-là que cette approche a été développée initialement, sur des critères à la fois cliniques, éducatifs, psychosociaux, économiques. On retrouve également des effets dans les pathologies psychiatriques. Pour autant, on a peu d'informations sur ce qui se passe dans le cas du TSA. Donc, c'est assez nouveau, en fait, d'associer le terme d'éducation thérapeutique et le terme de TSA. Alors, comment on va faire, du coup, pour proposer cette éducation thérapeutique aux parents ? Alors, en France, il y a peu de choses qui ont été publiées sur le sujet. Nous avons publié le premier article en 2017 donc, sur le programme ETAPE. Et puis après, il y a eu d'autres choses qui sont sorties, notamment donc, le programme qui est proposé par l'équipe du professeur Amaria Bagdali, qui est également un programme d'éducation thérapeutique qui s'appelle le programme PAPA. Et puis, ce fameux rapport qui vient tout juste de sortir, donc en 2020, à la demande de la délégation interministérielle, dans le but de mettre en œuvre la mesure 56, donc, qui s'intitule « Création de dispositifs d'éducation thérapeutique de la personne avec TSA et de sa famille ». Donc, dans ce rapport, ont été mis en avant plusieurs choses. Il y a eu une revue de la littérature sur les programmes existants, un état des lieux des pratiques, une enquête sur les besoins dont je vous ai déjà parlé, et enfin l'élaboration de préconisations. Sur l'état des lieux des pratiques et puis globalement la revue de la littérature, il est ressorti donc notre programme, le programme ETAPE, comme étant le seul programme qui a fait l'objet d'une étude d'efficacité. Alors même si les résultats sont encore préliminaires, on est très content, 7 ans, 8 ans après, de pouvoir être mis en avant dans ce rapport et que l'éducation thérapeutique puisse apparaître vraiment comme une méthode pertinente. Le programme PAPA dont je vous parlais juste avant également, et puis également plusieurs programmes de psychoéducation parentale qui existent sur le territoire français, notamment le programme Au-delà du TED ou Au-delà du TSA pour son nouveau nom, et l'ABC du comportement, donc qui sont 2 programmes
de psychoéducation qui ont des principes relativement proches de l'éducation thérapeutique et qui ont tout leur intérêt, bien évidemment. Pour les préconisations proposées donc dans ce rapport, il y a un certain nombre de compétences qui sont mises en avant comme devant être ciblées par l'éducation thérapeutique. Alors, on retrouve des compétences d'hétérosoins et des compétences d'adaptation psychosociale. Pour ce qui est de l'hétérosoin, on va retrouver par exemple être en capacité de structurer l'environnement à l'aide d'outils spécifiques ou d'utiliser un certain nombre d'outils pour développer la communication avec l'enfant. Et pour les compétences d'adaptation psychosociale, on va plutôt être sur des choses du type développer un réseau social d'échange et d'entraide ou encore trouver du soutien psychologique pour soi en tant que parent. Dans les autres préconisations qui ont été mises en avant dans ce rapport, donc sur 1013 parents interrogés, une grande majorité ont préféré pouvoir recevoir de l'éducation thérapeutique en présentiel, avec une durée des séances d'environ 2 heures, une fréquence des séances d'environ 1 fois par mois et avec des séances proposées plutôt le samedi ou en journée la semaine. Je vous donne ces informations parce que c'est souvent une question qu'on me pose dans les formations. Alors, le programme étape, du coup, qui est un programme d'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une offre groupale initiale. Donc, ça veut dire que c'est proposé à des groupes d'environ une dizaine de parents c'est le même groupe du début jusqu'à la fin du programme, qui ont des enfants âgés entre 2 et 12 ans environ, avec une animation des séances qui est réalisée par 2 professionnels spécialisés dans le TSA, dont un psychologue, avec 8 ateliers en groupe, donc d'environ 1h30 tous les 15 jours, avec une séance qu'on a appelée booster, 3 mois après la séance 8, qui va nous permettre de faire revenir les parents et de réaborder un certain nombre de questionnements qu'ils pourraient avoir eu depuis la fin du programme. Vous voyez là d'ailleurs qu'on colle assez bien avec ce qui a été mis en avant dans le rapport en termes de durée des séances et de fréquence des séances. On a un bilan éducatif partagé avant le programme, à la fin du programme pour refaire un point sur les besoins. Les professionnels utilisent un manuel pour implanter le programme avec donc un guide d'animation délivré pour les participants ainsi que des supports pédagogiques. Associé donc à ce programme, il y a un module de formation de 3 jours donc pour pouvoir le mettre en œuvre. Le référentiel de compétences d'étape, donc c'est, si vous voulez, toute la liste de compétences qu'on va viser au sein d'étape. Donc là, c'est un extrait. Ce référentiel a été créé à partir de l'étude sur les besoins dont je vous parlais au début. Donc, on a publié en 2015, avec d'un côté les compétences d'hétérosoins. Donc, on retrouve les thématiques qui ont pu être mises en avant dans le rapport. Par exemple, identifier des stratégies pour améliorer la communication. Et du côté des compétences d'adaptation psychosociale, on a des compétences du type identifier des stratégies pour faire face au regard des autres ou encore être capable d'informer son entourage et ses proches au sujet du handicap de l'enfant. On retrouve également les 4 étapes recommandées par la Haute Autorité de Santé. Un petit focus rapide sur la première étape qui est importante, pour laquelle on a développé une trame d'entretien et donc on va reprendre en fait les questions qui sont initialement recommandées pour quand l'éducation thérapeutique s'adresse à la personne avec handicap elle-même. En fait, on a adapté les questions pour qu'elles puissent être posées aux parents. On va investiguer, par exemple, la dimension cognitive. Qu'est-ce que c'est le parent par rapport au TSA, ses connaissances, ses croyances, ses représentations? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les actions qu'il met en œuvre au quotidien pour s'ajuster au handicap? On va analyser ses réussites, ses difficultés. Qu'est-ce qu'il ressent? Donc, la sphère plus émotionnelle, la gestion du stress, le sentiment de compétence, l'estime de soi, etc. Et puis, qu'est-ce qui motive le parent? On va essayer d'identifier certains projets qui vont être des sources de motivation pour pouvoir décliner un certain nombre d'objectifs éducatifs plus personnalisés. Il y a donc 8 séances à étapes. Voici les thématiques. Donc, la première sur la connaissance de l'autisme, la communication, le comportement, les émotions, le regard des autres, la famille et l'entourage, et puis tout ce qui est système de prise en charge, scolarisation.
Alors, pour que vous voyez un petit peu plus comment ça peut se dérouler, donc sur la première séance, c'est la première fois qu'on rencontre les parents, on propose tout d'abord une petite activité de présentation croisée, où donc les parents vont avoir un temps d'échange avec leurs voisins, donc en binôme, et puis ensuite vont devoir se présenter l'un l'autre. Et ensuite, nous allons proposer une activité pour pouvoir faire ressortir les connaissances que le parent a vis-à-vis du TSA. Donc la première consigne qu'on leur donne, nous allons maintenant essayer de réfléchir ensemble à la question: l'autisme, qu'est-ce que c'est pour vous? Pour cela, nous vous proposons de réfléchir à 5 mots qui caractérisent le mieux, selon vous, l'autisme. Vous pouvez les noter sur une feuille si vous le souhaitez. Petite parenthèse, ce n'est pas forcément nécessaire. Il n'y a aucune activité d'étape qui nécessite de savoir écrire. Donc ça, c'est important parce que certains parents peuvent être en difficulté. Ça nous est déjà arrivé. Et donc, on leur laisse 5 minutes pour cette première étape. Pour la deuxième étape, donc une fois les 5 minutes écoulées, on leur dit: maintenant que vous avez ces 5 mots, nous vous proposons d'échanger avec votre voisin afin de découvrir les mots qu'il ou elle a choisis et ne garder que 5 mots sur vos 10 mots qui caractérisent le mieux, selon vous, l'autisme. Donc là, les personnes peuvent choisir des nouveaux mots également. Au terme donc de cette deuxième étape, on propose aux participants en binôme de pouvoir partager les mots qu'ils ont identifiés au reste du groupe. Et puis, on propose donc un échange en grand groupe où on va essayer de favoriser le partage de connaissances. On va essayer aussi de valoriser les connaissances des parents, et souvent, ils en ont énormément, et d'ajouter des informations si nécessaire, donc s'il manque des choses et si les parents ont des questions. Dans cette démarche en éducation thérapeutique, il y a des clés à respecter. Je vais essayer de vous les citer donc en lien avec cette première séance. Tout d'abord, reconnaître l'expertise et les ressources parentales. Vous voyez, dans l'activité proposée, on part des connaissances et des représentations du parent, et ce n'est pas l'inverse, on n'arrive pas avec nos connaissances. On propose une pédagogie qui est interactive. Ici, ça s'appelle la technique de Delphes, où on va placer le parent en position d'acteur dès le départ, en favorisant ensuite la co-construction donc dans les échanges entre les parents et avec le professionnel, et pour permettre donc aux parents d'identifier ses compétences, et nous, derrière, on va les valoriser. On respecte également les besoins et les modalités d'apprentissage du parent, et on va tenir compte de ses motivations et valeurs, puisque le cadre de l'activité va favoriser l'expression de ce qui est le plus important pour le parent. Donc, en fonction des sessions d'étape, on peut avoir une première séance qui va tourner beaucoup autour des symptômes, et puis parfois, ça va être plutôt autour des prises en charge, autour des modèles aussi éthiopathogéniques du TSA, etc. Donc, cette première séance va nous permettre d'aboutir à une définition commune du TSA qui va être finalement ancrée dans l'expérience du parent. Pour ce qui est des résultats préliminaires d'étape, on a montré donc sur la première étude une amélioration de la qualité de vie donc dans le groupe expérimental, ainsi qu'une diminution de la symptomatologie dépressive, donc vraiment préliminaire puisqu'on avait 30 parents dans le groupe expérimental et 10 parents dans le groupe contrôle. On n'a pas montré d'amélioration du stress ou de la symptomatologie anxieuse, néanmoins on n'a pas vu non plus de détérioration de ces deux variables. Pour ce qui est des perspectives cliniques et de recherche, je vous ai indiqué quelques préconisations générales qui sont issues du rapport de 2020, à savoir donc pouvoir proposer systématiquement l'éducation thérapeutique dans le parcours de vie des personnes avec un TSA en associant les aidants. Donc, c'est vraiment mis en avant cette approche. Elle doit être proposée pas seulement dans les secteurs sanitaires où elle est initialement présente, mais aussi dans les secteurs médico-sociaux et associatifs afin d'être au plus près en fait, des personnes qui sont concernées par l'éducation thérapeutique, avec toujours ce point de vigilance où les professionnels doivent suivre cette formation de 40 heures minimum donc en équipe, de pouvoir intégrer les associations d'usagers et de familles donc à l'éducation thérapeutique, que ce soit dans la construction, mais aussi dans l'animation des programmes, notamment en faisant collaborer des aidants, alors dits experts, ou des patients ou personnes avec TSA expertes qui vont venir constituer une ressource au cours de la séance, donc pour les autres participants. Pour eux aussi, d'ailleurs, il existe des formations en éducation thérapeutique qui sont dédiées. Également, tenir compte chez les participants de situations de précarité et de littératie en santé insuffisante. Donc ça, c'est important quand on pense les programmes, quand on les met en œuvre, de réfléchir à ce qu'ils puissent être accessibles pour la grande majorité. De nombreux points à définir et à développer.
Le premier qui me semble très important, c'est de pouvoir engager une réflexion sur le cadre et le financement de l'éducation thérapeutique destinée aux aidants, puisque initialement, l'éducation thérapeutique n'est pas destinée directement aux aidants. Donc, il faut réfléchir un petit peu à ce nouveau cadre, développer la formation, donc évidemment, des étudiants et des professionnels de santé dans ce champ-là spécifiquement, de construire des programmes à destination des parents d'adultes et donc plus globalement de proposer des offres d'éducation thérapeutique de suivi, donc qui vont correspondre à des moments particuliers du parcours de la personne avec un TSA, et également des programmes d'éducation thérapeutique à distance. Alors même si ce n'est pas ressorti de manière majoritaire dans les réponses des parents lors du rapport de 2020, néanmoins, il reste qu'il y a certains parents qui sont très isolés, que ce soit d'un point de vue géographique ou même voilà, qui vont avoir des difficultés à accéder aux différents lieux de prise en charge. Donc, pour eux, ça peut être intéressant de développer des programmes en distanciel. Enfin, évidemment, favoriser la recherche sur l'éducation thérapeutique, notamment en développant les études d'évaluation d'impact, que ce soit donc sur la qualité de vie, le niveau de stress, mais aussi des critères pédagogiques tels que le sentiment d'auto-efficacité, les indicateurs médico-économiques également, des indicateurs aussi auprès de l'enfant, même s'il faut réfléchir à des choses qui peuvent potentiellement bouger sur un programme de 3 à 4 mois, donc autour souvent des troubles du comportement, par exemple. Et enfin, l'évaluation de la validité sociale. Alors ça, c'est extrêmement important pour voir, en fait, pour pouvoir que le programme puisse être pérenne, de pas seulement, voilà, que ça soit efficace, c'est une chose, mais que ça soit adapté, en fait, aux attentes des parents et aux attentes des professionnels, c'est aussi extrêmement important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, j'ai préparer une petite sélection de références. Alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a évidemment beaucoup plus qui ont été abordées dans ma présentation. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir accès à une référence en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Cyrielle. C'était absolument passionnant, extrêmement clair et très remarquable, je trouve, de structuration pour des programmes qui sont très importants. J'ai bien noté l'ouverture vers la possibilité de réfléchir au développement de programmes spécifiques pour les parents d'adultes, qui, je pense, sont aussi extrêmement nécessaires. Et je vais peut-être passer la parole à Jean-Marc Ballet pour qu'il puisse lancer la discussion. Merci beaucoup, Cyrielle Derguier, pour cette présentation très claire et puis très documentée. Et puis surtout, bravo pour ces initiatives. Finalement, c'est vraiment difficile d'être parent. Hein. Et d'être parent d'enfants avec un TSA ou avec un TND, c'est encore plus difficile. C'est aussi difficile d'être professionnel parce qu'effectivement, cette profusion de questions auxquelles on va chercher à répondre dans la rencontre avec les familles rend vraiment l'exercice extrêmement délicat. Et je pense que ce qui ressort de façon magnifique de tout votre propos, c'est véritablement ce qu'on pourrait appeler une dimension écologique. Hein. C'est-à-dire que on a véritablement des familles partenaires des professionnels et une rencontre qui va se faire, qui va tenir compte de l'individu, de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte avec TSA, qui va tenir compte de la famille et qui va tenir compte des environnements. Et je trouve ça magnifique, la façon dont, avec modestie, le professionnel va trouver sa place dans un système de ressources et un système de compétences préexistantes. Donc, les uns vont avoir des vulnérabilités relationnelles, d'autres sociales, d'autres éducatives, d'autres vont être très savants ou très compétents. Donc, on a véritablement une philosophie profonde qui ressort et qui mérite d'être soulignée. C'est-à-dire qu'on est loin de propositions un petit peu à la carte, de protocoles un peu
un peu simple et déjà ficelé à l'avance. On est dans quelque chose qui se construit de façon extrêmement dynamique. Donc, bravo, je pense on sent véritablement cette inspiration. Alors, on sait aussi à quel point les familles sont perdues, c'est-à-dire que les besoins sont considérables et sont très spécifiques. Donc, vous avez parlé de cette spécificité, donc c'est un mot sur lequel je voudrais un petit peu revenir et puis vous interroger. C'est-à-dire que quand on est parent d'un enfant avec porteur de TSA, bon, on sait à quel point l'engagement des parents et les possibilités d'engagement vont être déterminants dans l'évolution. C'est un véritable enjeu, alors, des parents, mais de tous les professionnels. Il y a une question qui se pose souvent, c'est à la fois de respecter d'un point de vue éthique l'autonomie des familles, c'est-à-dire qu'elles puissent avoir la plus grande liberté possible de choisir les méthodes qui leur conviennent le mieux, les méthodes qui marchent, une information et un consentement qui soient informés, éclairés, mais aussi comment y voir clair, comment hiérarchiser les besoins, qu'est-ce qui va être plus urgent, plus indispensable de mettre en place à tel moment du développement de l'enfant. Et finalement, comment va s'adapter cette éducation thérapeutique qui nourrit essentiellement la dimension de l'autonomie avec la vulnérabilité des familles par rapport, je dirais, à ce foisonnement de propositions, dont certaines d'ailleurs pas toujours sérieuses, mais dans tous les cas, un foisonnement de propositions qui est pas facile et qui finalement va jouer le rôle de pilote pour finalement ne pas abandonner ces familles finalement à trop de propositions ou à une exigence finalement, comme si on leur disait, il y a une exigence de formation qui va être énorme, c'est-à-dire vous êtes parent d'un enfant avec TSA, vous allez vous engager dans une carrière universitaire à devoir comprendre ce que c'est que le développement du langage, la psychomotricité, la pédagogie et les relations sociales, les cognitions sociales. Alors voilà, ma question, c'est un petit peu comment ces programmes, comment vous allez l'articuler avec les autres propositions et comment être attentif à la fois à soutenir ces familles, mais aussi à ne pas laisser seules par rapport à des décisions parfois difficiles à prendre. Une vaste question. Alors, peut-être, je dirais qu'il y a un premier point qui me paraît important, c'est la question de l'évaluation des besoins des parents. Intuitivement, je pense qu'on a tous un peu une idée de quels sont les besoins des parents. Néanmoins, on est un peu moins nombreux à faire la démarche d'aller leur poser la question et d'interroger, de prendre un temps concret pour pouvoir recenser ces besoins, avec cette idée que ce temps peut ne pas être orienté que sur la fonction éducative. On peut aussi essayer d'appréhender le parent de manière un petit peu plus globale et écologique, comme vous l'avez souligné. Et à partir de là, déjà, ça nous donne quelques indications pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut prioriser en termes d'accompagnement. Si on a des besoins très centrés, alors c'est d'ailleurs souvent ce que les parents vont amener en premier, sur, je ne sais pas, de l'information sur les méthodes de prise en charge, par exemple. Bon, l'éducation thérapeutique, ça peut être une bonne manière d'aborder ces questionnements. On peut aussi parfois orienter les parents vers des ressources documentaires, vers des dispositifs de formation également. Donc, il faut... Je dirais, à partir de cette évaluation des besoins, on vient aussi toucher du doigt l'évaluation de la demande parentale. Et je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir créer un partenariat efficace, en fait, dès le départ. De dire, bah voilà, j'entends quels sont vos besoins et on va essayer de vous proposer des choses par rapport à ça. Après, par rapport à votre question sur comment l'éducation thérapeutique, ça peut prendre sa place au milieu de tout le reste, je dirais que, alors pour l'instant, en termes de dispositifs systématisés d'accompagnement des parents, je dis bien systématisés, et puis sur le territoire français, parce que j'entends bien que beaucoup de professionnels proposent des choses pour accompagner les parents, des entretiens, des groupes, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais en termes de démarche systématisée, il n'y a pas tant de choses que ça. Donc, moi, je serais plutôt partante pour dire qu'il faudrait proposer
je ne dis pas que tous les parents vont accepter, mais proposer de manière systématique ce type d'accompagnement aux parents suite à l'annonce du diagnostic. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on a surtout des offres initiales, donc c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, un peu des boîtes à outils en post-diagnostic. L'idéal, évidemment, c'est qu'après ça, il y ait plein d'autres boîtes à outils qui correspondent aux différents défis qu'ils vont devoir relever. Donc, proposer ça systématiquement et puis ensuite, pour les aider moi, je pense que l'éducation thérapeutique ou la psychoéducation également, hein, c'est des approches qui sont complémentaires, sont des endroits où les parents vont pouvoir développer leur esprit critique par rapport à ce qui est proposé à leur enfant, par rapport à ce qu'on leur raconte aussi sur ce qu'a l'enfant, sur ce que devrait être l'enfant, etc. Développer leur esprit critique et puis aussi les rendre plus à même de faire des choix éclairés, d'aller aussi chercher les informations pour pouvoir se repérer dans ce système de prise en charge qui est effectivement assez vaste et complexe à comprendre. Parce que je voulais vous pousser un peu sur cette question de l'évaluation des besoins, parce que le bilan éducatif partagé dont vous parlez, effectivement, est une évaluation des besoins et des compétences des aidants. Mais dans la question des besoins spécifiques, est-ce que on doit parler des besoins spécifiques à l'autisme ou bien des besoins spécifiques à cet enfant-là? C'est-à-dire, la question c'est jusqu'où faut-il personnaliser, par exemple, comment ça s'articule avec l'évaluation fonctionnelle ou avec le bilan propre de l'enfant en fonction de son âge, son niveau de développement, etc. Comment on intègre les retours des autres professionnels, l'orthophoniste, le psychomotricien, le psychologue ou l'éducateur qui vont participer dans la prise en compte de ces besoins des parents, qui me semble… donc la compréhension que j'en ai, c'est qu'effectivement l'éducation thérapeutique vient en plus parmi d'autres dispositifs, dont des dispositifs d'accompagnement personnel en relation avec les besoins de l'enfant et son évaluation fonctionnelle. C'est-à-dire que, alors, peut-être un point important, l'évaluation des besoins, là, je vous l'ai présenté dans le cadre de l'éducation thérapeutique, mais elle peut aussi se faire indépendamment de l'éducation thérapeutique quand il n'y a pas de programmes qui sont proposés. Notamment, en France, on a quelques équipes qui travaillent sur cette question. Il y a une équipe de Toulouse qui a validé une échelle d'évaluation des besoins des parents qui peut être tout à fait utilisée comme une trame et proposer en fait en parallèle des évaluations qui sont proposées à l'enfant, en fait, avec cette idée que on va faire un point de ce qui se passe sur ce qui se passe pour l'enfant, mais aussi faire un point sur ce qui se passe pour le parent, où est-ce qu'il en est, quels sont ses besoins, ses projets, etc. Par rapport à votre question sur la spécificité des besoins, je pense qu'il y a beaucoup de besoins qui sont exprimés par les parents, qui ne sont pas spécifiques au TSA, qui sont des besoins que rencontrent tous les parents. D'ailleurs, peut-être en lisant les différentes catégories que j'ai amenées, il y a des choses qui peut-être ont parlé à certains d'entre vous. Il y a parmi ces besoins-là des choses un petit peu plus spécifiques au TSA, évidemment, tout ce qui est en lien avec le diagnostic, etc. Moi, je pense qu'en éducation thérapeutique, déjà de mettre les parents ensemble, ça nous permet d'aborder un bon nombre de besoins spécifiques. Par contre, dans le cadre de l'éducation thérapeutique, on ne va pas forcément aborder des besoins plus spécifiques que ça. Quand vous parliez besoins vraiment associés à un enfant en particulier, on essaie de pas être dans ce type d'approche dans l'éducation thérapeutique parce qu'on est en groupe et qu'on ne peut pas prendre le temps de faire une évaluation et aborder tous les cas individuels. Néanmoins, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça répondait déjà à un certain nombre de questions que peuvent se poser les parents, puisqu'en fait, ils partagent quand même s'ils ont des enfants qui ont des profils spécifiques, que le TSA est un trouble hétérogène, on retrouve quand même des thématiques communes. Et après, s'il y a des choses plus spécifiques en lien avec une situation, un enfant, ça peut être aussi repris lors du bilan éducatif partagé où on va pouvoir peut-être creuser un petit peu plus.
Et c'est vraiment important que cette démarche, elle soit portée par l'équipe pluridisciplinaire, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, si on a à côté des bilans orthophoniques, des bilans psychomotes, des choses qui sont réalisées auprès de l'enfant, ce sont aussi ces personnes-là qui vont être impliquées dans l'éducation thérapeutique. Et donc, on va avoir comme ça une sorte de culture commune sur ce que vivent la famille et l'enfant, donc précisément dans sa singularité. Merci beaucoup. J'espère que j'ai répondu. Absolument. Merci beaucoup, Cyrielle. Merci, Jean-Marc, pour ces échanges. Encore tous nos remerciements pour une conférence extrêmement claire et très informative, avec beaucoup de perspectives pour l'avenir. Et on vous dit donc à dans un mois. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. À vous.